je n'ai malheureusement plus de poules. Du côté des blettes, eh ben écoute, ça a très bien pris, très bien poussé. Ça c'est vraiment un légume qui est simple à faire, je trouve, qui subit pas trop les attaques de limaces. Regarde-moi ça boue encore à l'intérieur. Salutations à toi l'ami du potager, enfin un petit vlog, je sais, hein, en ce moment je donne pas beaucoup de nouvelles, je suis désolé. Je fais en fonction de mes moyens physiques. Aujourd'hui nous sommes le 23 juillet, il est temps de faire un petit tour du potager. Alors tu vas voir deux petites personnes qui se baladent ici, il y a ma mère et mon fils. Peut-être que tu les verras vite fait, voilà. Ils font leur vie quelque part, je sais pas trop où ils sont. Ce que je te propose aujourd'hui c'est de te faire un petit tour du terrain, principalement du potager parce que j'ai rien fait, hein. Même ici ça fait 15 jours que je suis pas venu, on voit vite fait, c'est un peu le vrac, même si ma mère entretient un petit peu, moi je fais ce que je peux. Mais je vais te montrer, voilà, principalement du potager, et puis on va profiter aussi aujourd'hui, on va commencer les bocaux, parce qu'il faut que je te montre un peu, on m'a envoyé du matos. J'avais rien, tu sais, moi les bocaux c'est pas ma spécialité. Moi, ma spécialité, c'est de faire pousser, voilà. Mais dans mon délire d'autonomie, il faut bien que je m'y mette un peu à la conservation. Donc, on va voir ça un petit peu tout à l'heure. Mais d'abord, petit tour du potager. Alors, je vais rester derrière la caméra pour que tu puisses bien voir. Et puis, je vais te montrer tout ça. Alors, regarde déjà les courges. Alors, c'est marrant parce qu'ici, il y a deux plants, tu vois. Ils se sont entremêlés. Alors ici, il va y avoir du croisement. Hein. Là, pour récupérer les graines, t'oublies tout de suite. Mais ça pousse nickel. On a une météo dégueulasse, vraiment dégueulasse. Il fait froid. De temps en temps, on a une petite semaine de beau temps. C'est pas évident. Par contre, pour les courges, c'est nickel. Et la méthode sous bâche, il faut savoir qu'ici, je n'arrose absolument jamais. Jamais. Tout le potager extérieur n'est jamais arrosé. En même temps, il n'y a pas besoin. Il pleut beaucoup. Ben voilà, tu vois les courges, ça s'éclate. La méthode sous bâche, c'est nickel parce que ça leur donne quand même de la chaleur. Je sais pas si tu vois la taille des feuilles, ça pousse vraiment bien, comme si c'était sous serre. Donc cette méthode, je la retiens. Alors oui, c'est pas terrible parce que ça laisse de la bâche plastique longtemps sur le sol. Donc forcément, il y a un échange de petites molécules de plastique qui doit se faire, c'est inévitable. Après, je pense que honnêtement, si une fois que j'enlève les courges, j'enlève la bâche, c'est pas trop grave. À mon avis, c'est pas non plus énorme, sachant que c'est de la bâche qui est faite pour ça. Alors c'est une bâche de paillage, c'est-à-dire qu'elle laisse pas passer elle ne laisse pas passer la luminosité. Il fait noir en dessous, mais elle laisse passer l'eau. Tu vois, c'est bref, ça marche nickel. Hein. Franchement, ça marche nickel. Pour le maïs, alors ici, on a le maïs que j'avais fait en plaque alvéolée. Donc là, tu vois, il pousse très bien. Je désherbe jamais, je l'entretiens pas. Hein. Là, ça c'est au naturel. Et puis tu sais, j'avais fait un semis direct ici qui a été enlevé par les pigeons, donc j'en ai refait un deuxième que j'ai plus protégé, mieux protégé. Et là je pense que vu sa taille, j'ai enlevé le grillage tout à l'heure là avec mon fils, je pense que là c'est bon, les pigeons vont pas aller me les dégommer. Ils sont en plus noyés dans l'herbe, c'est volontaire, comme ça j'espère tromper la vue des pigeons et que ça pousse tranquille. Bref, j'ai vu dans certains champs, et c'est assez étonnant cette saison, il y a du maïs qui fait déjà, on va dire, 1,20 m dans les champs, mais il y a aussi du maïs qui fait cette taille-là. Donc même les agriculteurs du coin ont semé le maïs très tard ici. Ce qui fait que j'ai bon espoir pour ce maïs et avoir une bonne récolte. On espère ici en Bretagne une très belle arrière-saison. C'est ce qui est annoncé, un mois de septembre magnifique. Donc on va vraiment tout miser là-dessus, hein, parce que de toute façon, il n'y a pas trop de choix. On fait avec le temps qu'on a. La petite vigne ici, bon, là pour l'instant, elle est en mode croissance. C'est une toute petite vigne que j'ai eue depuis l'année dernière. Là, je la laisse prendre un peu d'ampleur. Le but, c'est pas de récolter, c'est vraiment qu'elle s'épanouisse un peu mieux. De toute façon, cette vigne-là, elle ne va pas rester ici. Il faudra que je la bouge. C'est pour ça que si elle grandit pas trop, c'est pas trop gênant. Et les chayotes sont enfin parties. Ça y est, ça monte, ça se développe. Il y a deux plants. Normalement, ça devrait recouvrir toute la structure. Bon, là, de toute façon, tout ce qui est grimpant cette année, c'est compliqué, hein, on va pas se mentir. Bref,
Ici, nous avons les melons. Alors, les melons ont été taillés. C'est-à-dire que je laisse la première liane pousser. Une fois qu'il y a 5 feuilles, je coupe. Ce qui permet, tu vois, d'avoir plusieurs lianes qui partent dans tous les sens. Alors, ça pousse. Mais normalement, en cette saison-là, on devrait déjà avoir des melons formés pour qu'ils puissent mûrir. Là, on n'a rien. On n'a rien du tout. Les pastèques, c'est le même délire. Bah, la seule différence avec les pastèques, c'est que je ne les ai pas taillés. Tu vois, ça fait, quand c'est pas taillé, ça fait une grande liane. Des fois une deuxième, mais c'est beaucoup moins touffu, tu vois, qu'un melon qui a été taillé. Ah si, il y a un plan que j'ai taillé, bah tu vois, ici, ça part dans tous les sens. Voilà. Mais généralement, bon, enfin, on le constate, hein, c'est plus fin, il y a beaucoup moins de lianes. D'où l'intérêt de tailler ces plants de melon ou de pastèques dès le début. Même si on voit que ça commence à pousser et puis qu'on n'a pas envie de les freiner, franchement, à terme, c'est rentable. Bref, normalement, en cette saison, la fin juillet quasiment, on est le 23, ça devrait faire le triple, voire le 4 fois plus grand que ça, et il devrait y avoir des melons déjà partout. Bon, on fait avec ce qu'on a, on verra. Peut-être que l'arrière-saison nous amènera quelque chose, on ne sait pas. On va croiser les doigts, hein. Bon, toute cette partie du terrain là va rester en forêt vierge comme c'est là. Je n'ai aucun intérêt à venir tailler tout ça. Moi j'aime beaucoup le fait que ce soit naturel. Alors oui, il y a des graines de partout, des machins. Ça revient au naturel en fait. Je crois qu'il y a même un peu de liseron. Mais bon, tiens, il y a un truc quand même que je voulais te montrer. En plein milieu de tout ça, moi j'ai quand même planté quelques arbres. Tu vois, ici il y a des figuiers qui poussent. Là, il faut que je désherbe un petit peu pour leur amener plus de luminosité. Mais ils ont bien pris cette année, ils ont vraiment bien grandi. Donc ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Je suis assez content. Par contre, ça, faut que je dégage. Tu vois, les chardons, là, avant que ça monte en graines, ça, faut que j'enlève. Sinon, ça va se reproduire partout. La petite aire de jeu de mon loulou fait son office. Ah bah tiens, il y a le ballon qui est là, d'ailleurs. Si, j'ai des topinambours qui poussent bien. Ils s'éclatent bien. Tu vois, ici, ça a bien soufflé. Hein. Avec le vent, on voit que... Mais bon, ça pousse. C'est l'essentiel. Là, j'ai de la consoude. J'en ai mis quelques-unes, il faut faire gaffe parce que ça c'est hyper envahissant. C'est pour ça que je l'ai mis un peu dans un coin éloigné du potager pour pas que ça m'envahisse tout, mais tu vois il y en a. Donc je vais pouvoir faire du purin, je vais pouvoir faire pas mal de trucs avec. Quelques orties, et ça c'est cool, ça veut dire que la terre est humifère en dessous. Donc ça c'est bien. Alors ça je sais plus ce que c'est une plante qu'on m'avait donnée. Et là j'ai mis des petits fruitiers, donc il y a un cassissier et 2 groseilliers. Ce sont des boutures qu'une abonnée m'a amenées. Et ils ont bien pris, et ça c'est cool. Je vais pouvoir les laisser grandir ici cette saison, et cet hiver je viendrai les déplanter et les mettre à leur emplacement définitif. Pour ce qui est du potager en lui-même, alors cette petite plante là c'est de la Cater. La Cater, c'est la première année que j'en fais, ça sent vraiment très très bon. Tu peux pas sentir, si tu as les narines bien développées là tu devrais pouvoir sentir, ça sent vraiment super. Bon alors on peut en faire plein de choses, on verra peut-être ça plus tard, si j'ai le temps là à l'automne on verra ça. Et ici de la Tanésie. Alors la Tanésie je l'avais faite, ça devient assez grand, j'ai pas que de la Tanésie d'ailleurs. Ça je l'avais faite pour le poulailler, pour pouvoir tapisser le poulailler de ça, parce que c'est très bon contre les poux de poulailler. Le problème étant, et on va peut-être même en parler maintenant, je n'ai malheureusement plus de poules. Oui, je me suis absenté une semaine. Et malheureusement, pendant que j'étais pas là, alors il y avait quelqu'un dans la caravane, et il y a des belettes qui sont rentrées à l'intérieur et qui m'ont dégommé mes 2 poules. Voilà, ça a creusé là-dessous. Je pense que c'est dû à mon absence. Tu sais, moi d'habitude, j'urine tout autour pour marquer mon territoire et pour empêcher les prédateurs de rentrer. Ça faisait 15 jours que je ne l'avais pas fait. Je pense qu'à cause de ça, malheureusement, ça a commencé à s'intéresser à mes 2 cocottes et malheureusement je n'ai plus de poules. Voilà. Ça c'est fait. Voilà, paix à leurs âmes. C'est la nature, c'est comme ça. Bon. Alors après, oui, vous allez me dire, oui, mais ton grillage il va pas dans la terre, donc forcément ça gratte avant dessous. Oui, je suis d'accord. N'empêche qu'avec de la présence, avec la lumière, le fait de marquer son territoire autour, mes poules elles étaient très bien, elles étaient protégé entre guillemets, ça se passait vraiment très bien et je n'avais pas de problème. Là, je pense honnêtement que c'est juste dû à ça. Les pluies, 15 jours d'absence sans marquer le territoire, bon ça efface toutes les odeurs, etc. Donc les prédateurs commencent à approcher, se sentent moins en danger. Et puis voilà, ce qui est arrivé est arrivé. Alors c'est triste, paix à leurs âmes. Bon, maintenant je pense que je vais attendre avant de reprendre des poules. Parce que de toute façon, tu le sais, hein, j'aime pas les voir dans une petite cage comme ça. Donc je pense que je vais d'abord m'occuper de faire tout l'enclos
pour les animaux avant de reprendre définitivement des poules. Voilà, pour qu'elles aient quand même une qualité de vie bien meilleure et puis surtout que je puisse mettre une clôture enfoncée dans le sol et qu'elle soit vraiment 100% safe. Voilà, ce sera mieux. Je pense qu'il y a un message à tirer de cet événement-là, c'est que bah voilà, c'était bien, mais pas suffisant pour leur qualité de vie. Voilà, c'est la triste nouvelle du coup. Bon, revenons-en au potager. Alors, les courgettes, ici, ça s'éclate, hein. Là, tu vois, la première rangée, on commence à avoir... Oula, la première rangée, on commence à avoir de beaux bébés. Là, on est arrivé, nous, un peu trop tard. Normalement, je les récolte bien plus tôt. Bon, c'est pas gênant parce que celles-là vont servir pour faire des conserves, tu verras tout à l'heure. On a de la courgette verte, en veux-tu, en voilà. On a aussi quelques courgettes vertes d'Italie qui ont été forcément un peu laissées. Donc, elles ont bien grossi, mais pour les conserves, c'est pas gênant. Si la peau est trop dure, au pire, on l'enlèvera. Ça s'éclate, hein. Là, les courgettes, on y va. Il y a une deuxième rangée de courgettes là. Je vais te montrer, tiens d'ailleurs, tu sais qu'en ce moment sur Instagram, j'organise le concours de qui a la plus grosse cette année. Et ben, c'est ici que ça se passe. Ma courgette pour le concours est juste là. La petite technique, je te la donne, c'est de prendre, ça c'est la première courgette du plant, et ensuite je coupe toutes les fleurs. Toutes les fleurs pour que toute l'énergie de la plante aille dans cette courgette. Alors on s'en rend pas compte en vidéo, je vais essayer de pas casser les feuilles, mais je peux te garantir que celle-là elle pèse son poids, hein. Là honnêtement je pense qu'on n'est pas loin des 4 kg déjà, et je la laisse prendre. Alors il va falloir que je mette un peu de foin en dessous pour la protéger de l'humidité pour pas qu'elle pourrisse, mais on est bien parti pour faire un joli concours cette année. Ça c'est vraiment très cool. Tiens bah regarde, hop, là-bas il y a une petite courgette ronde, je pense qu'il va pas trop falloir traîner à la récolter. Bref, les plants se portent à merveille, ils font une taille vraiment nickel, pas d'oïdium. Les taches blanches que tu vois, c'est la variété hein, qui fait ça. Ils se plaisent à mort. Je n'ai pas d'oïdium alors qu'il y a une humidité de dingue. Ça, c'est quand même un bon point. Ici, la rangée de carottes, bah, au final, ça a bien levé. On l'avait éclairci une première fois avec ma mère. Il y avait vraiment beaucoup de trous, et ben finalement ça a quand même continué à lever. Alors bon, il y a quelques trous, hein. Tu vois là, si j'enlève les mauvaises herbes, il n'y a pas de carottes qui poussent, mais on a quand même des trucs, et je pense que si on va gratter un peu, voilà, tu vois, on commence à voir là, il y a de la carotte qui se forme. Elles sont encore fines, mais ça va grossir tranquillement. Alors si je peux, je vais enlever le grillage, parce que maintenant il n'y a plus besoin de protéger pour les chars. En tout cas, les carottes se sont bien développées, ça c'est une très bonne nouvelle. Juste à côté, nous avons les betteraves. Alors là, les betteraves, magnifiques cette année, hein, comparé à l'année dernière, où j'avais pas eu grand chose sur ce terrain, voire rien du tout. Là, cette année, les betteraves, on est bien, et tu vois, elles commencent à atteindre une belle taille pour la variété. Alors ici, on est sur de la Rongiana. Ça fait pas de la grosse betterave, mais ça fait de la petite betterave rouge très bonne. Tu vois, là, elles sont prêtes à récolter, hein. Tu vois celle-ci, je vais enlever le petit plantain pour que tu vois mieux. Voilà, celle-là à peu près, tu vois la taille. Bah là c'est bon, hein. Là je peux les récolter, les manger. Il y en a énormément. Quand je vois l'espace que j'ai mis, donc on va dire à peu près 10 cm, entre 10-15 cm, bah c'est parfait. C'est parfait parce qu'il n'y a pas beaucoup de mauvaises herbes qui se développent au milieu. Et puis bah, les betteraves, elles, ont suffisamment de place pour devenir assez grosses. C'est nickel, hein. Je suis vraiment très content de cette culture de betterave là cette année. On en a à profusion. Oh bah dis donc, regarde ça. Celle-là elle est belle, hein. Là on a de la belle betterave. Alors, petite technique, tu vois ici j'en ai beaucoup. Je pourrais tout récolter, faire des conserves de betteraves cuites, mais c'est pas le but parce que ça se mange aussi cru. Tu peux aussi faire des rondelles et les faire sauter à la poêle, c'est très bon en accompagnement. Ce qui est légumes racines, d'une manière générale, moi je les conserve dans le sol. Donc les betteraves, carottes, je vais les conserver ici dans le sol. Le seul risque est que ça se fasse un petit peu ronger, plus pour les betteraves parce qu'elles sont hors sol. Mais honnêtement, là tu vois, je veux faire un repas, je vais en récolter 5-6, les faire cuire si j'ai envie, les manger crus, peu importe. Le reste je laisse dans le sol. Je fais quelques conserves, mais pas beaucoup, parce que les conserves de betteraves, moi je vais les faire cuites, donc ce sera pour des petites salades, etc. Mais je peux largement les laisser dans le sol un bon moment, ça ne pose pas de soucis, ça se conserve très bien. Et puis c'est surtout que j'en ai un autre semis plus loin, je vais pouvoir encore en ressemer là, il est encore temps d'en faire pour en manger cet hiver. Et cet hiver par contre elles vont rester dans le sol, elles se feront absolument pas grignoter. Et généralement j'arrive même à en tirer jusqu'en mars, hein.
Regardez la petite crotte là-bas, là. Pour ce qui est de la structure, alors malheureusement j'avais mis plein de choses, j'avais mis de la loufa, des kiwanos, des melons, pas des melons, des concombres et des concombres citron. Alors les concombres et concombres citron, ça n'a rien donné, beaucoup trop froid, trop d'humidité. On va essayer d'en retrouver un, je suis pas sûr qu'il en reste un. Ah si, voilà, là, ici, voilà, tu vois, on a un petit truc là. Bon, il est encore vivant, il est bien vert, mais niveau production, c'est pas ouf, hein, ça n'a pas grimpé. Le seul truc qui a bien grimpé, c'est les cyclanthères. Alors là, par contre, les cyclanthères, elles vont jusqu'en haut. Ça a vraiment très très bien poussé et on a les premiers fruits en formation ici, tu vois. Il y en a vraiment pas mal, donc ça c'est cool, c'est quelque chose que j'ai jamais goûté. On m'a dit que c'était pas terrible au goût, je vais me faire mon avis. En tout cas, c'est une plante qui pousse vraiment très bien, qui est très agréable à l'œil, voilà. Ça fait un peu feuille de cannabis, on va pas se mentir, hein. Mais sur cette structure, voilà, c'est la seule réussite. Ah oui, tiens, j'ai oublié de te parler d'un truc. Oui, forcément, elle n'existe plus. Les tomates en extérieur, tu sais, tu te souviens, j'en ai dans la serre, et je m'étais dit, plus jamais les tomates dehors en Bretagne. Et puis j'avais du reste, donc j'ai fait 2 rangées ici de tomates. Et je voulais faire des tests, de les laisser comme ça, sans arrosage, sans rien. Alors il n'y a pas eu du tout de problème d'eau, mais voilà. Les tomates en extérieur en Bretagne avec un temps humide et chaud, eh ben ça loupe pas, ça chope tout de suite le milieu. Il n'y a absolument plus rien dehors. Il y a quelques plants qui vivotent. J'en avais mis aussi entre les courgettes là, qui étaient belles. Bah tu vois, voilà, ils sont là, hein, plein de mildiou, donc terminé. Là ici on a encore un petit plan, tu vois pareil, hein, terminé. Là encore un petit plan, c'est le même topo, terminé, voilà. Donc les tomates en extérieur, il faut vraiment des conditions nickel, pas de pluie, pas trop de chaleur. Enfin pas de pluie et de chaleur cumulées, tu sais, hein, je vais pas t'expliquer comment marche le milieu. Voilà, ici c'est un échec total, hein, pas de tomates, du moins en extérieur. Mais tu vas voir qu'à l'intérieur de la serre, c'est pas folichon non plus. Bref, pour finir sur cette structure, ce qui m'embêtait, c'est que du coup il n'y a rien qu'à grimper. Alors c'est dommage parce que j'aurais bien vu ce tipi bien vert. Alors pour pallier à ça, je m'en sers pour faire grimper des haricots. On a fait un semis très dense de haricots direct en pleine terre. Et si je le fais très dense, je te montre tout de suite pourquoi. Regarde un peu l'hécatombe que c'est au niveau des limaces. C'est une hécatombe, hein. Le semis direct de haricots, j'ai de plus en plus de mal, enfin du moins avec ce temps-là, parce que malheureusement les limaces s'en donnent vraiment à cœur joie. Mais à cœur joie. Donc si c'était du haricot nain, ce serait terminé. Là par chance c'est du grimpant, donc tu vois ça a commencé à faire le 2e étage. Alors il y a espoir quand même, ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe. On va en avoir quelques-uns, mais tu vois il y a des zones qui sont entièrement ravagées comme là, d'autres qui s'en sont heureusement mieux sorties. La 3 variétés, je sais plus, alors je crois que là il y a du plat. Ici on doit avoir du Blauhild de mémoire qui s'en sort un peu mieux pour l'instant. Et de l'autre côté on a du haricot vert, je ne sais plus, ça c'est la variété que je cultive depuis des années, j'ai plus le nom de la variété. Eux ils s'en sont un peu mieux sortis que les autres, mais c'est surtout que j'ai pu semer beaucoup plus dense. Tu vois, ça a été un peu bougé d'ailleurs. Là c'est bon, là ça devrait mieux grimper de ce côté là. Bref, d'ici 2 mois je pense, donc rendez-vous en septembre, on devrait avoir le tipi enfin full, rempli de verdure grâce à ces haricots. Merci les haricots de sauver cette structure. Du côté des blettes, écoute, ça a très bien pris, très bien poussé. Ça c'est vraiment un légume qui est simple à faire je trouve, qui subit pas trop les attaques de limaces. Là elles sont belles, hein. On peut commencer à les récolter. Je ne sais pas si tu le sais, mais les blettes ça reste en place pendant 2 ans. C'est-à-dire que je vais pouvoir en récolter cette année et l'année prochaine. Et l'année prochaine, elles vont monter en graines. Donc je vais en garder une qui va monter en graines pour pouvoir reproduire des graines. C'est un légume qui est très intéressant à travailler sur ces 2 années. C'est-à-dire que là, je les ai semés. On va pouvoir les récolter. L'année prochaine, j'en garde une, comme je te disais, pour récolter des graines. Mais je vais en ressemer d'autres pour pouvoir faire aussi une récolte. Et puis tourner comme ça sur 2 ans. Comme ça, tous les ans, je vais pouvoir reproduire des graines. Et puis faire un cycle après perpétuel, quoi. Une fois que tu as fait les 2 premières années, tu as des graines tous les ans et des récoltes tous les ans. C'est très pratique comme légume. Ici, on ne voit pas trop ce que c'est, mais c'est mon mesclin asiatique, tu vois. Tout ça, ce sont les graines de mesclin asiatique. Je l'ai laissé volontairement monter en graines et j'en ai pas récolté.
parce que et d'un, ils se sont fait défoncer par les altises, et deux, il n'y en avait pas assez pour faire des salades, vraiment de bonnes salades. Donc là, j'ai décidé de le laisser monter en graines. On voit, il y a des petites gousses en formation. Bon, je connais pas trop encore ça. On va voir ce que ça donne. Mais le but, c'est de faire des graines. Ici, j'ai de la roche rouge. Alors ça, je n'ai jamais goûté. Ça a bien poussé. J'ai toujours pas goûté d'ailleurs. Mais là, c'est monté en fleurs. Donc je vais refaire des graines. Et je pense qu'on en fera... enfin, je vais goûter quelques feuilles. Voir si ça vaut le coup d'en faire une culture l'année prochaine. Mais le but, là, c'est vraiment de récolter des graines ici. Pour possible culture l'année prochaine ou faire des échanges. Je ne sais pas si le goût ne me plaît pas trop. Les poires de terre, les fameuses poires de terre. Alors ça, c'est un test de cette année. Elles se plaisent à merveille ici. Elles poussent vraiment bien. Pas d'arrosage, rien, aucun entretien. C'est planté, paillé et puis terminé. Ça, c'est une culture qui va prendre un peu de hauteur, qui va faire genre 1 mètre, 1 mètre 50 plus tard. Et c'est quelque chose qu'on va récolter en octobre, novembre dans ces eaux-là. Donc on verra ça ensemble, hein, t'en fais pas. On verra le goût que ça a aussi parce que, je sais pas, on va récolter les tubercules un peu comme des pommes de terre. Et puis, alors, je sais plus, c'est un légume, je crois hein, qu'on récolte les tubercules, on mange les tubercules, mais les rhizomes qui sont en dessous, on les garde pour l'année prochaine. Enfin, je sais plus, il y a un délire comme ça. Il faudra que je pose un peu le sujet, mais on en reparlera. Et la petite zone tournesol, ouais, là, ça a bien poussé, hein. C'est sûr que l'update, elle est phénoménale par rapport au dernier vlog. J'ai tout laissé en poké, donc là, il y a un champ, quoi. Là, il y a un champ de tournesol. On va voir ce que ça va donner, mais il y a déjà une analyse qui est intéressante. C'est que ce champ de tournesol-là crée beaucoup d'ombre sur les courgettes rondes de Nice qui sont en dessous. Alors ça produit quand même, hein, tu vois, on en a. Mais les plants sont tout petits comparés à ceux qui sont là, alors qu'ils ont été plantés en même temps. Et la ronde de Nice, c'est vraiment une courgette qui est censée se développer plus vite, on va dire. Enfin, c'est un constat, hein, ça se développe plus vite. Donc le fait que ce soit à l'ombre, eh ben, on voit que ça les freine. Alors les courgettes, c'est vraiment important de mettre les plants en plein soleil. Voilà, en plein soleil, c'est là où ça s'éclate le plus, il n'y a pas photo. Bref, j'ai hâte que ces tournesols-là fassent des fleurs. En tout cas, en poké, eh ben, ça marche très bien. Il n'y a aucune raison de les éclaircir. Voilà, ça pousse, hein, ça se gêne pas. Alors forcément, il y en a qui n'ont pas poussé par rapport aux autres, mais regarde. Hein, pourquoi s'embêter? Ça, quand ça va être en fleurs, ça va être juste magnifique. Et je pense que sur une petite zone, on devrait avoir une production de graines impeccable. On va faire de la graine germée, on va en garder aussi pour les poules que j'ai plus, pour les futures poules et puis les futurs semis de l'année prochaine, mais c'est agréable. En fait, ça fait une haie plutôt dense, hein, en vrai, qui pourrait cacher pour une saison le voisinage, ou tu vois. Vraiment pas mal, je suis vraiment content. Les patates douces qui ont été désherbées par ma maman hier, et ben écoute, ça pousse, pas foufou parce que forcément il n'y a pas beaucoup de soleil, mais tu vois les lianes courent, donc pour l'instant ça continue progressivement. On espère un peu de soleil et de chaleur, ça leur fera du bien, et puis quand elles seront suffisamment grandes, j'aimerais bien enfin pouvoir les mettre sur la structure, mais là, bon, elles se sont quand même bien développées, hein. Tu vois celle-là qui avait 2 feuilles, on voit que ça a quand même bien repris, ça commence à vraiment faire des lianes. Donc bon, si avec de la chance on a de la chaleur et du soleil, ça va prendre d'un coup. En tout cas, les plants sont vivants, en bonne santé, il n'y a aucun entretien à part un peu de désherbage, tu vois. Et puis évidemment, on remet tout ça au sol pour faire de la matière organique, et puis que ça intègre le sol. Et puis en plus, ça fait un paillage, donc c'est parfait. Désherbage, paillage, nickel. On verra ce que ça va donner. Le petit tipi de mon radis, eh ben écoute, ça a bien poussé. Les haricots arrivent déjà tout en haut. Alors c'est du haricot plat. C'est vrai que ça fait très peu de feuilles sur les tiges, donc j'aurais peut-être dû en mettre plus pour que ça lui fasse vraiment un mur bien, comment dire, opaque, tu vois, avec un peu plus de densité de feuilles. Mais c'est sympa, ce petit tipi a une petite gueule assez rigolote. L'année prochaine, je pense que je lui ferai un peu plus grand, et avec, comme je te disais, plus de haricots pour que ça se ferme. Et puis je pense que je ferai une plus petite entrée, tu vois, pour qu'il y ait vraiment une cabane. En tout cas, c'est sympa. J'aime beaucoup. La zone fraise et oignon blanc, eh ben écoute, ça se porte à merveille. Regarde, les fraisiers racines nues que j'ai plantées cette année se sont vraiment bien développées. Ça a stolonné
de partout. Donc là, ça c'est vraiment bien, ça commence à s'accrocher dans le sol en plus. Ça va nous faire une petite zone de fraises l'année prochaine qui sera nickel. Alors avec les oignons blancs, enfin avec les oignons jaunes, hein, fraises, oignons, ça marche vraiment du feu de Dieu. Là, on a des oignons qui sont nickel. Hein. Alors je les récolte pas, je préfère les laisser dans le sol et les récolter au fur et à mesure des besoins. Tu vois, ils sont même dédoublés, c'est marrant ça. Ça nous fait des oignons blancs qui sont très bons pour la salade ou pour la cuisine. Et ça va nous servir aussi pour mettre dans les bocaux de petits pois. Tu verras, on mettra un petit oignon, ce sera nickel. Enfin, si on fait des bocaux de petits pois ensemble, je sais pas, on verra. Bref, l'année prochaine, ici, on va avoir une zone de fraises qui va être nickel chrome. Alors, j'en ai pas encore mangé une seule. De mémoire, ici, je sais même plus la variété. Oh, faudra que je regarde. Ce sont des fraisiers remontants, c'est pour ça qu'ils sont en fleurs. Là, j'ai bon espoir qu'il y ait un peu de pollinisateurs dès qu'il va faire beau, qui viennent nous créer des fraises. On en a en formation, hein, tu vois. Ici, ça commence à se former, ça va nous faire des grosses fraises. J'espère en manger. Tiens, bah là, regarde. Ici, ça commence bien, là. C'est cool. On devrait pouvoir en avoir cette année, j'espère. Tiens, bah regarde, hop là. On a un petit fraisier qui s'est implanté ici, tu vois. On essaye de diriger les stolons entre les plants pour créer de nouveaux plants de fraises. Et puis, on va faire ça chaque année. On va surveiller les anciens. D'ici 4 à 5 ans, les anciens, on va les retirer. Et puis, on va faire tourner comme ça la fraiseraie en mode automatique. Bien sûr, le persil va dégager. Les oignons, à terme, il n'y en aura plus. Si ça nous fera une planche de fraises, ce sera très très agréable. En continuant, alors là, c'est une planche, il faut que je la désherbe, on la voit plus. Hein. Là, il y a un passage et normalement, il y a une planche. Tu vois, il y a ça, je sais plus ce que c'est. Moi, j'appelle ça le bouillon de légumes. C'est une petite plante qui a un goût de bouillon de légumes, c'est très bon. On a de la ciboulette. La menthe a vraiment très bien repris. Alors, je pense que tu connais la technique, hein, de dédoubler. Tu coupes les têtes ici, poum, ça se dédouble, tu recoupes, ça se dédouble, tu recoupes, ça se dédouble. C'est vraiment très bien pour faire un buisson de menthe à partir d'un seul plan. C'est le cas ici. Il faudrait que je désherbe, mais bon, écoute, ça vit bien. Le chou rouge est magnifique, pas de chenilles, rien, que dalle. Pour l'instant, il se plaît à merveille tout seul dehors, c'est magique. Et puis la petite plante coca. Celle-là, tu passes les mains dedans, ça sent le Coca-Cola. J'en fais rien, on peut en faire des tisanes, mais à ce qui paraît, c'est pas terrible. C'est juste super agréable de passer les mains dedans, de sentir le coca en passant. C'est cool. La zone panais que je devais désherber, je ne l'ai pas désherbé, mais on a du panais. Hein. On a du panais qui pousse là-dedans, complètement à l'arrache, avec des orties, ça c'est cool. Ça veut dire que mon sol commence à être bien équilibré ici. Ça, j'essaye d'enlever quand même. Parce que ça c'est chiant une fois que c'est adulte. Bon bah là je l'ai pas eu, tant pis, je ferai plus tard. Du bouton d'or, hein, forcément, de partout, de partout, de partout. Mais on a des panais qui poussent là-dedans. Alors je les laisse comme ça. On a un Cosmo là. Regarde, là il y a encore du panais. Au moins on en a quelques-uns. Cette année ça a été galère. Hein. Normalement on devrait avoir une belle planche de panais. Bon bah on l'a pas. On a quelques-uns. C'est déjà ça. Voilà. La petite zone fleur, bah, c'est bien développé. C'est plutôt très sympathique ici. Ça attire les pollinisateurs, c'est parfait. Alors là, on a une fleur, je ne sais pas du tout ce que c'est. J'attends, elle va pas tarder à fleurir. On verra bien. Petite bourrache. L'étagette géante qu'on a plantée ici se développe. Entre guillemets, on en avait planté plein. Bah forcément, n'étant pas là, c'est resté un peu en friche. Ça se fait dégommer par les limaces, hein, parce que ça dégage une odeur que les limaces et escargots adorent. Donc ça se fait manger, mais on en a encore. On va voir. On va croiser les doigts pour que ça se développe. Et ici, mes petites fiertés quand même, les choux. Tu vois, là on a un beau chou vert qui commence à paumer, ça c'est cool. Là on en a un qui est magnifique. Alors j'enlève pas le filet parce que je n'ai qu'une main, c'est compliqué. Mais tu vois, là on a du chou vert. Je pense que ça sent bon. Ça sent très très bon pour enfin, après 5 ans d'essai, avoir des choux mangeables. Celui-là est très haut, j'ai cru qu'il partait en fleurs et puis en fait non, il est monté très haut. On va voir. Mais je les laisse sous filet, de toute façon, là il n'y a pas le choix. Si les papillons viennent pondre dessus, qu'il y a des chenilles, ça peut me dégommer mes pommes de chou. Non, non, je prends pas le risque. Je préfère qu'ils soient compressés, tu vois, comme ça, et le manger. Mais là, je suis content, là on a vraiment une bonne pomme de chou qui commence à se faire. Et celui-ci aussi, hein. Il est tout petit, paye pas de mine, mais on a un chou, hein. Ça va être consommable. Je vais le laisser grossir un max. Oh, c'est cool, je suis vraiment très très content des choux cette année. Alors pour ce qui est des pommes de terre, comme tu peux le voir, ça a été récolté. Pour rappel, on avait de la charlotte ici, de la blanche ici et de la binche ici.
Ça a chopé le mildiou de partout. Alors la binge, très fragile hein, pour le mildiou. Ça a été une des premières récoltes faites ici. C'est tout de suite, ça a chopé le mildiou et voilà, en une semaine, c'était marron de mildiou partout. Donc on a récolté en pommes de terre primeur, malheureusement. On a fait une cagette à peu près. Je te les montre pas parce qu'elles sont enfermées dans l'abri de jardin là. Et que là, il fait pas très beau. J'ai pas envie qu'elles prennent l'humidité, elles sont sèches. Donc on a une planche de 7 mètres. On avait 2 rangs, on a fait une cagette. C'est pas fou. La cagette, c'est un cajot en bois classique, tu vois, pour que tu aies un peu une idée de la taille et de la récolte. C'était pas terrible. La charlotte, on a fait aussi une cagette, alors que tu vois, on a clairement la moitié par rapport au binge, mais j'ai pu les récolter 15 jours plus tard. Elles étaient plus grosses du coup. Parce que malheureusement, oui, le mildiou est arrivé pile poil pendant la floraison des pommes de terre. Or, c'est pendant la floraison et juste après que les pommes de terre grossissent. Malheureusement, le mildiou est arrivé là. Bon, bah, il a fallu récolter avant que ça atteigne les tubercules, quoi. Et la blanche, eh ben, elle a été beaucoup plus résistante au mildiou, mais là, tu vois, bah, c'est terminé. Elle a chopé le mildiou partout. Alors, les tiges ne sont pas encore cramées. Je les ai tirées au maximum dans le temps pour essayer de faire quand même un peu de pommes de terre de conservation. Là, il va être temps de les récolter. Malheureusement, je ne suis pas certain que la peau soit assez épaisse pour en faire de la conservation. On verra. On verra. Je vais essayer de les récolter la semaine prochaine. Je peux pas, je suis pas là. La semaine d'après, si j'ai l'énergie. Voilà. Et puis, bah, je t'en parlerai dans le prochain vlog. Ici, j'en ai profité pour relancer des choux rouges. Alors oui, les choux rouges, je les mets à l'arrache en extérieur. Le seul gros danger quand ils sont petits comme ça, ce sont les pigeons. Ils ne viennent pas trop là parce que actuellement, je sais pas, ils sont plus dans le haut du terrain. Les choux rouges, ça se développe bien comme ça, sans protection, sans rien. Je sais pas pourquoi, je saurais pas l'expliquer. En tout cas, tu vois, même tout petit, bah, ça se fait pas manger. Hein. Ça se fait pas manger, c'est tranquille. Voilà. Donc il y a 6 choux rouges qui poussent tranquille. Alors on verra si pour cette année ce sera bon. Je pense plutôt les récolter l'année prochaine, ceux-là. Très honnêtement, tu vois le chou rouge qui est là-bas, celui que tu peux apercevoir au bout de mon doigt, celui-là a 2 ans. C'est un chou que j'ai planté l'année dernière, qui a passé tout l'été, tout l'hiver, et là c'est sa 2e année. Tu vois, et c'est la même variété. Donc je pense que ça va aussi passer 2 ans, on verra. On verra. Les petits pois. Ici, eh ben, on est sur la fin de la récolte. Je dis fin de la récolte parce que bah, tu vois l'état des petits pois. Alors je les laisse, c'est volontaire, je pourrais les enlever. Mais ici, on va produire de la graine. Donc tu vois, la cosse est sèche. Je pourrais récolter des graines, sauf que bah, tu vois le temps, hein, c'est humide. C'est pas conseillé de récolter des graines quand c'est humide comme ça. Il faut juste se méfier. Elles sont prêtes à l'intérieur, hein, tu vois. Attends, je vais l'ouvrir, je vais te montrer. Voilà. Les graines sont prêtes. Hein. Je pourrais les prendre comme ça et aller les mettre à sécher. C'est faisable. Mais je te laisse imaginer la quantité de graines qu'il y a là, parce qu'il n'y a pas que ça hein, à récolter en graines. Il y a aussi là. Voilà. Donc il y en a énormément. Et puis il y a des gousses qui ne sont pas encore sèches. Donc ça, je les laisse vraiment devenir très très secs. Je sais que la semaine prochaine, il y a pas mal de beau temps normalement. Donc ce sera la période idéale pour récolter les graines. Ça, hop là, pour les pigeons. Ici, bah, mes petits pois, malheureusement, ont pris le vent. Parce que oui, je pense que tu aperçois, les petits pois là-bas font 4 mètres de haut. Ils sont à 4 mètres. La structure est à 2,50 m. 2,50 m, oui, 2,50 m. 3 mètres, alors j'exagère peut-être un peu. Ouais, ils doivent être au moins à 3 mètres, 3,50 m. On va dire 3,50 m. Ça monte très très haut, hein, les petits pois grimpants. Le problème, c'est que bah, ici, tu vois, le bas est protégé par les serres, mais le haut n'étant pas protégé par les serres, bah, toute cette partie-là, c'est couché. Et malheureusement, ici, ce sont mes petits pois de conservation. Tu vois, ils commencent à peine à être récoltables. Il y en a même qui sont encore en formation. Alors, c'est pas gênant qu'ils se soient couchés comme ça, parce qu'ils ne sont pas trop pliés ici. Ils sont un peu, mais la sève passe toujours. Donc, ils continuent de pousser, tu vois, on les voit, ils se redressent. Donc, ils sont toujours vivants et ils vont quand même produire des petits pois. Un avantage, c'est que ça va être plus facile de récolter les petits pois en hauteur. L'inconvénient, c'est qu'il faut aussi aller en dessous. Il va falloir vraiment être attentif pour récolter un maximum de petits pois. Voilà, ici, ça ne s'est pas couché. Je pense qu'il y avait moins de densité de petits pois. Et ben regarde jusqu'où ça monte. C'est fou, quoi. C'est fou. Et ça continue de grimper. C'est la première fois que j'ai des petits pois aussi grands. Bref, grosse production de petits pois là. On en a récolté déjà des kilos. Parce que je te raconte pas entre ça là et cela, parce qu'il y en a aussi là, des petits pois. Je sais pas si tu te souviens, mais j'avais d'abord semé ceci. Donc on a mangé cela, la plupart.
On en a encore, là maintenant on fait sur les graines. On a récolté énormément de petits pois sur cette ligne là, c'était les deuxièmes que j'ai semés. Là tu vois, on est en mode production de graines aussi, à part quelques-uns qui sont encore récoltables et mangeables, mais la plupart sont déjà cosses sèches en production de graines, donc on va avoir énormément de graines de ces petits pois là. Peut-être que d'ailleurs on en donnera pas mal parce que je pense que j'aurai pas besoin de toutes ces graines là, ça va vraiment trop produire. Et les petits pois capucines qui sont aussi eux, comme je te l'avais dit, en mode production de graines, je n'en récolte pas du tout, enfin j'en ai pas récolté pour manger, c'est vraiment que de la graine. Alors là la cosse est pas encore sèche, certains oui, certains sont prêts, mais comme je te l'ai dit, trop d'humidité, tu vois, regarde, il y a de l'humidité sur les cosses, c'est pas bon, on l'a déjà récolté comme ça. Il faut vraiment que ce soit bien sec, bien sec. Pour la conservation des graines, c'est primordial. Mais on va pouvoir commencer, je pense, à produire des graines dès qu'il fera 1 ou 2 jours de beau temps, et puis on va commencer. Tu vois, le danger, c'est ça. C'est que quand tu les laisses sur le plan et que la cosse est sèche, tu vois, avec l'humidité, ça va commencer à moisir. Et ça peut atteindre les graines. Bon là, ça va. Je pense que si j'ouvre ça à l'intérieur, les graines sont bonnes. Voilà. On a les graines ici, elles sont bonnes, elles sont pas moisies. Donc ça, je pourrais les prendre et aller les faire sécher, ce serait bon. Mais il y a encore de l'humidité quand même dans la graine. Le mieux, c'est vraiment que ça sèche sur le plan. Pour les petits pois, moi je fais le test, le mieux et le plus pratique, c'est que ça sèche sur le plan. Petit point rapide sur la récupération d'eau de cette serre, et ben écoute, ça marche d'enfer. Je pense que tu le vois, ici il y a de l'eau sur le deuxième bac, c'est tout simplement parce que la cuve est pleine, complètement pleine. Voilà, ici on n'a que 1000 litres sur ces deux cuves, là, deux cuves de 500, c'est pas assez, hein, clairement ça va pas être assez. Alors ce que je pense faire plus tard, c'est de venir installer un trop-plein ici, avec un tuyau, qui part directement dans la serre et peut-être mettre un micro poreux, tu vois, le long, pour que le trop-plein aille dedans. Mais c'est pas sûr, parce que le gros danger c'est que ça arrose trop. Tu vois, ou alors il faudrait que je puisse mettre un robinet pour fermer, mais ça oblige d'être présent. Donc je sais pas encore. Pour l'instant, bon, ça s'autogère. En tout cas, ici c'est plein. Je pense que la cuve 2000 qui est ici doit être pleine. Ah bah oui, tu vois. Je pense que tu vois le niveau. On est sur le 1000 litres. Poum, c'est plein. Donc là, je pourrais clairement, hein, parce que là on est l'été. Hein. Donc si j'installe une deuxième, voire une troisième cuve de 1000 litres, je peux largement remplir avec ce système, enfin avec la moitié du toit de la serre, 3000 litres de chaque côté. Enfin c'est impressionnant. Une serre de 6 mètres carrés, enfin de 6 mètres de long par 3 mètres de large, avec un système de récupération sur les deux côtés. Je pense que tu peux stocker ici en Bretagne 6000 litres facile. 3000 de chaque côté, c'est clair. C'est clair et net. Parce que quand je vois ce que ça dégringole en hiver, à mon avis, il n'y a pas de souci. Hein. Il n'y a vraiment pas de souci. Enfin, en tout cas pour l'instant, ce petit système de scotch, etc., ça tient nickel. Si tu veux voir la vidéo de quand je l'installe, elle est dispo sur la chaîne. Tu la trouveras facilement. On l'a faite cet été. Tu verras, c'est un système qui est tout bête en fait. La petite astuce, c'est vraiment ce scotch. Si tu veux la référence de ce scotch, je crois qu'elle est aussi dans la vidéo. Il me semble que je l'ai mise. C'est un scotch de chez Serre en direct, c'est un scotch pro. Alors ça coûte 24 balles, je crois, le rouleau de scotch, mais tu as 20 mètres. Donc tu as de quoi faire largement la serre. En tout cas pour l'instant ça tient bien. On va voir au fil du temps, au fil des saisons. Est-ce qu'il y a besoin de le remplacer dans 1, 2, 3 ans? Je ne sais pas. Enfin pour l'instant ça remplit très bien son rôle. Pour ce qui est des serres, alors là c'est pas fou. Ici nous avions piment, aubergine que tu vois dans le fond. On a un tomatillo qui a bien pris. Bon, il s'est effondré sous le poids. Alors ça c'est étonnant, c'est un plan que j'avais jamais testé. Hein. Et c'est très fragile. Très fragile. Alors il s'est effondré sous son propre poids. Ça, il faut absolument le tutorer, sinon c'est mort. Voilà, bon, c'est ce qu'on a fait. J'avais mis des melons ici, tu vois, l'état du plan, c'est pas ouf. Par contre, de l'autre côté, je suis content, il est bien. Il est bien, alors il se fait manger, mais il pousse, il fait quelques fleurs. Alors peut-être, on aura des melons. Par contre, tout ce qui est poivron et tout ça, ça s'est fait dégommer par les limaces. Mais dégommer de chez dégommer. Alors, j'ai vu l'autre jour des crottes de hérisson quelque part. Je sais pas où est-ce qu'elles sont, je les trouve plus. Donc il y a des hérissons, je les ai vus. Donc ils viennent manger ici, mais ça suffit pas. Hein. Visiblement, il y a beaucoup trop de limaces, ça se fait dégommer de chez dégommer. Les seuls plants qui résistent bien, ce sont les aubergines, parce que les limaces ne s'attaquent pas aux aubergines. Et là, tu vois, on a des fleurs en formation. Alors tout est en retard, hein, tout est en retard. Ah bah ça y est, on a une petite fleur ici, là. Voilà.
Donc on espère avoir quand même quelques aubergines dans cette serre où tout se fait manger, dégommer. Bon, c'est comme ça. Voilà, je peux pas être présent, je peux pas vraiment m'occuper du potager là cette année, c'est comme ça. Voilà, on verra bien. Et là où tu vas être assez surpris, la grande serre. Donc grande serre où je ne fais pousser quasiment que des tomates. Regarde-moi ça, l'hécatombe, c'est catastrophique. Alors on en a des tomates, il y en a à peu près partout, mais comme tu peux le voir, les plants sont nus de feuilles, mais nus de feuilles. Hein. Hier c'est ma mère qui a enlevé tout ce qui était mildiouté. Tu vois, on l'aperçoit sur les plants, il y a du mildiou là. Alors non, je n'arrache pas mes plants quand il y a du mildiou. Regarde, je te donne un exemple. Tu vois ici, on a des tomates et le mildiou est juste à côté. Alors, il y en a beaucoup qui couperaient ça et qui dégageraient. Tant que les tomates ne sont pas atteintes, ça va. Ça va. Bon, à mon avis, celle-là, je donne pas très cher de leur vie, mais je laisse, on sait jamais. On ne sait jamais. Tu vois, bon bah là, la tomate à la mildiou, c'est mort. Bon. Ah bah tiens, il y en a une autre qui a chopé le mildiou en bas. Bon bah ça, c'est mort. Voilà, là, c'est vraiment la grosse déception cette année, ce sont les tomates. Dans la serre, ça a pris tarif. Alors, toutes mes Batavia sont en graines. Il faudrait que je les enlève. Bon, je les laisse, ça fait un peu de verdure. Moi, une seule me suffit pour récolter des graines pour l'année prochaine. On a quand même des tomates qui rougissent. Hein. On n'est pas à 0 tomate, ça rougit à des endroits, c'est ça. On en a quand même mangé une petite dizaine depuis le début de la saison. Enfin bon, fin juillet, normalement, on devrait se gaver de tomates. Ah bah tiens, regarde, allez, hop, encore une pleine de mildiou. Ça dégage. Ici, j'ai un petit concombre. Il poussote, mais tu vois, il fait plein de... Il fait pas assez chaud, il fait vraiment pas assez chaud, il fait plein de fleurs, de stress, c'est pas terrible. Pas terrible. Bref, pour conclure sur les tomates, bah tu vois, on a enlevé toutes les feuilles et on croise les doigts. On croise les doigts pour que les tomates aient le temps de rougir et de mûrir avant de se choper le mildiou en direct. Bon, c'est comme ça, voilà, faut faire avec les saisons, c'est pas une saison à tomates, du moins pour moi. Pour moi, c'est pas terrible. C'est dommage parce que les tomates voyage, elles sont rigolotes, hein, celles-là, tu vois. Tomates voyage, ça te fait des tomates un peu toutes biscornues comme ça. J'espère quand même pouvoir au moins en récolter 2 ou 3. Ah bah tiens, il y a des tomates vertes. Comme ça, je pense que c'est mon petit loulou, ça. J'espère quand même pouvoir en récolter 2 ou 3, ne serait-ce que pour faire des graines pour l'année prochaine. Donc, je pense que j'y arriverai. Mais au moins les goûter, ce serait intéressant. Ah, une qui commence à être pas mal là, ça c'est cool. Et puis j'ai des tomates, ah oui tiens. Ici c'est de la noire russe. J'ai jamais cultivé ça. Et honnêtement, elles sont très productives. Ça c'est une variété qui est pas mal parce que quand je vois comment c'est galère cette année pour les tomates, tu vois, j'ai des plants qui ont quasiment pas fait de fruits quoi. Il n'y a rien, ils sont encore en fleurs, enfin ils font même pas 2 mètres de haut alors que normalement en juillet ça pète le plafond déjà. Bon, bah là, je vois un étage de ces tomates-là. Ça, c'est que un étage. Hein. Ah bah, il est très productif. Hein. Donc là, j'ai bon espoir de pouvoir les goûter. Si elles sont bonnes, je vais garder des graines et puis j'en ferai plus l'année prochaine. Parce que ça peut être très intéressant au niveau production. Bref, voilà, c'était le petit tour du potager au mois de juillet. Alors, comme tu le vois, c'est pas fameux. Je m'attendais à vraiment de bien plus beaux résultats. À ça, il y a 2 raisons. La première, c'est la saison. On a tous une saison et une météo qui est compliquée, je pense, cette année. Alors peut-être pas tous, il y en a qui s'en sortent mieux. Hein. Je pense que dans le sud, il y a plus de chaleur, etc. En tout cas, ici en Bretagne, bah, je trouve ça compliqué pour tout ce qui est en extérieur. Et même en intérieur, bah, t'as vu, les tomates, mon Dieu. Je trouve cette saison assez compliquée, personnellement. Alors ça pousse. On a quand même... j'ai quand même la chance d'avoir un potager que je trouve joli. C'est cool, en tout cas en termes de production, ça va. Il y a juste les tomates où là c'est galère. Le reste, honnêtement, ça va. On arrive à produire des choses. Il y a tomates, concombres, melons, tout ça, c'est compliqué. Tout ce qui est légumes, on va dire, d'été, à part les courgettes. Courgettes qui se plaisent vraiment bien. Hein. Bah, à part les courgettes, tout le reste, c'est un peu galère, mais j'ai quand même un potager productif. Donc c'est cool. La saison est compliquée. Ça c'est la première raison, et puis la deuxième raison, bah, c'est que malheureusement je suis obligé d'être absent. Là, tu vois, j'ai mes poireaux, il faudrait que je les mette en place, la place des pommes de terre qui sont là-bas, tu vois.
Je vais les mettre ici, je pense. Dans la zone là où il y a les choux rouges. Hop, là. La zone qui est paillée. Voilà, je pense que les poireaux, je vais les mettre ici. Il faudrait que je les plante, hein. Là il est temps de le faire, mais je peux pas parce que la semaine prochaine je suis encore obligé de m'absenter. La deuxième raison c'est ça, voilà, pourquoi le potager est un peu what the fuck là cette année, l'absence, mine de rien. On dira ce qu'on veut, un potager ça demande quand même de la présence et de l'entretien. Alors on peut s'absenter une semaine, voire deux de temps en temps, mais il faut quand même une présence. On peut pas, enfin du moins dans ce style de potager là avec des planches etc. On ne peut pas s'absenter trop longtemps, c'est pas possible. Et ça, c'est un point que je vais travailler parce que ça m'embête un peu. Moi, ce que j'aime bien, c'est justement de pouvoir laisser le potager s'exprimer et que ce soit le plus naturel possible. Alors, honnêtement, ça va, c'est sympa, tu vois. On ne voit pas un potager bien droit, avec bien désherbé, avec la terre à nu, etc. Non, j'ai quand même un potager qui me plaît. Mais c'est rectiligne tout ça. L'année prochaine, on fera vraiment différemment, tu verras, ce sera plus naturel, plus sympa, plus agréable. Voilà, c'était un peu la deuxième raison, l'absence fait que c'est pas évident. Bon, bref, on va passer à un point plus sympa, on va s'attaquer aux conserves parce que j'ai des courgettes à récolter, j'ai des betteraves, j'ai des petits pois aussi qu'on a préparés, j'ai quelques haricots parce que oui, on a produit, tu le sais, ah tiens oui c'est vrai que je t'ai pas montré ça tout à l'heure, mais là j'ai une petite zone avec des nains cupidons, honnêtement c'est une variété que je te conseille, je la fais chaque année, tu vois la zone est petite, hein. Et ben ça nous fait des haricots plusieurs fois dans la semaine, depuis on va dire 15 jours, 3 semaines même. Ça produit vraiment beaucoup, c'est une variété qui est excellente. Là il nous en reste quelques-uns, on va je pense faire des conserves avec. Alors je vais peut-être pas te montrer ces conserves là, on va peut-être plus se concentrer sur les courgettes. Parce que y en a quand même pas mal, tu vois, j'ai commencé à en récolter là, mais il y en a encore quelques grosses qui traînent, notamment des rondes là-bas. On va aller voir ça. Tiens, d'ailleurs, en parlant de courgettes, regarde là, il y a un beau spécimen, courgette verte classique. Il est temps de la récolter, celle-là va être bien pour les conserves. Pour les récolter, tu vois, moi je les tourne comme ça. Je pense que tu connais, hein, mais je les coupe pas. Ouais, on va la mettre avec les autres. Hop. On va aller voir ce qu'il y a d'autre, parce que je crois en avoir vu une bien grosse là. Ouais, il y en a une bien grosse. Alors tu vois, normalement les courgettes, voilà, quand je les mange en fraîche, je les prends comme ça. De cette taille là, c'est très bien. Et puis il ne faut pas hésiter à les prendre assez jeunes. Déjà, 1, parce qu'elles sont meilleures, 2, elles ont presque pas de graines à l'intérieur. Et puis 3, ça favorise la production et le développement des autres sur le plan. Tu vois, ici, il y en a une petite qui demande qu'à avoir de l'énergie. Si je récolte pas les autres, eh ben on a des grosses à côté qui pompent tout. Et ça c'est pas terrible par contre, tu vois, de laisser une grosse comme ça, là c'est pas terrible. Celle-là elle a été, on va dire, oubliée entre guillemets. Ici non, mais c'était juste parce que j'étais pas là. Regarde ça, la taille du truc, ça va être pratique ça, à découper en rondelles. Lol. Je vais aller mettre ça avec les autres. Hop. Alors c'est rigolo de faire des grosses courgettes comme ça, mais c'est pas ce qui est le mieux gustativement, tu vois. Même celle-là, elle est beaucoup trop grosse. Les courgettes, cette taille-là, c'est bien. Là, c'est trop gros, même ça, hein. C'est trop gros. Là, la peau va être un peu plus dure. Quoique là, ça va encore. Celle-là, la peau est très dure. Ça va être un peu chiant. En conserve, ça ira. Si on les coupe assez fines, ça devrait le faire. Est-ce qu'on en a d'autres? Sur ce plan, je crois que c'est bon. Ouais, on a une petite là qui va se développer, mais on va la laisser. Ici, tu vois, pareil. Hop, là, j'ai une petite courgette. Elle est fine, mais je la prends. Elle sera très bonne. Au pire, celle-là, on la mangera en fraîche. Et à côté, par contre, j'en ai une grosse. Hop. Voilà, ça, c'est trop gros, tu vois. Pour les conserves, ok. Pour le reste, pour manger en frais, bof. Là, pareil, j'ai une autre courgette qui est un peu grosse. C'est ça, hein, c'est pour ça, je te dis. S'absenter, oui, mais il faut quand même qu'il y ait quelqu'un qui vienne récolter si jamais il y a besoin. Parce que sinon, c'est dommage, quoi. C'est un peu perdre. C'est un peu perdre en production, enfin, gâcher. Bref, on va s'en sortir, on va réussir à faire des trucs avec ça, mais. Et voilà. Ah, hop là, zou, ça part avec les autres. On va aller voir ici.
ici il m'en reste et j'ai vu, hop là, une petite ronde de Nice qui est récoltable là, avec un escargot dessus, tiens. Voilà. Ça c'est la bonne taille pour les rondes de Nice, tu vois, pas plus que ça. Là elle va être bonne, elle va être bonne, tendre, ça va être nickel. Ici on a une petite qui est en formation, bah, elle a été décrochée du plan. Ah non, mais tu vois le plan, là il y a un plan de courgette là. Il est vraiment pas développé, hein. Vraiment pas développé juste parce qu'il est à l'ombre. C'est important de mettre les plants de courgettes au soleil. Bon bah c'était un test. Ça en fait quand même quelques-unes, mais c'est pas faux. Bah là on a une qui est bien. Voilà, celle-là on va la récolter, on va pas la laisser trop grossir. Les rondes après, l'inconvénient je trouve des rondes, c'est que ça fait beaucoup de peau. Alors c'est très pratique si tu veux les faire au four. Tu les coupes en deux, tu viens les farcir et tu les mets au four, c'est génial. Mais moi ici j'ai pas de four. Donc là, tout ce qui est courgette, ça va finir en bocal. Ah bah ici on en a une autre. Tiens, hop là, on va pouvoir la prendre. Yeah. On va la mettre avec les autres. Toc. Et le dernier plan, est-ce qu'on a quelque chose? Alors le dernier plan qui est plus au soleil, tu vois, il est plus développé que les autres. Il n'y a pas photo, hein. Il n'y a pas photo, les courgettes c'est soleil. Ici on n'en a pas. La récolte de courgettes est pas trop mal quand même. Ça va à l'intérieur? Ouais, ça va. On a de quoi faire des bocaux là. Je pense qu'on peut faire... Là il y a quelques kilos quand même, hein. Quelques kilos. Bon, on va préparer tout ça. Et puis je vais te montrer un peu le matériel qu'on va utiliser pour faire ça. Alors, pour pouvoir faire mes bocaux, et ben cette année j'ai été entièrement sponsorisé, fourni, appelle ça comme tu veux, par Le Pratique. Regarde-moi tout ce qu'ils m'ont envoyé. Je te fais un petit listing quand même. Le Pratique, je pense que l'entreprise tu la connais, hein, il n'y en a pas 36 000 sur le marché. Je te présente pas la boîte, je pense que de toi-même tu sais de quoi ça parle de conservation. Bref, ils m'ont envoyé 12 bocaux d'1 litre. Regarde-moi ça, il y a de quoi faire de la conserve là. La petite pince que tu vois là, c'est pour sortir les bocaux une fois qu'ils sont chauds. Pour les sortir de là-dedans sans avoir à te brûler. Donc ça c'est gadget, mais franchement très pratique. On a donc les 12 bocaux que je t'ai présentés, bocaux d'1 litre. 1 litre, là-dedans tu en mets du légume, mais pour les courgettes, je trouve ça plutôt pratique. Pour les petits pois ça fait un peu beaucoup, mais de toute façon tu n'es pas obligé de les remplir. Moi je vais les remplir à peu près jusque là en petits pois. Avec l'eau, etc., ça devrait être pas mal. Les courgettes, ça va beaucoup réduire, donc c'est pour ça que j'aime bien les faire dans des 1 litre, mais ça je te montrerai tout à l'heure. On a derrière 2 cuves en aluminium. Alors ici tu en as une, je sais plus combien de litres d'eau on peut mettre dedans, mais en gros c'est pour mettre 6 bocaux d'1 litre à l'intérieur. Alors tu as bien sûr le petit thermomètre, hein. Je vais l'enlever parce que je vais te montrer à l'intérieur. Hop là, on va le mettre là. Voilà. Donc à l'intérieur ça se présente comme ça, là il y a un peu d'eau parce qu'on a fait chauffer de l'eau tout à l'heure pour pouvoir nettoyer les bocaux. Et surtout tu as ceci, là-dessus tu vas venir mettre tes bocaux. Tu vois, sur tous les tours. Et puis après tu as des petites pinces. Alors les petites pinces elles sont ici dans l'autre cuve, je les ai pas encore ouvertes. Et tu as voilà un système de petites pinces qui se met par-dessus les bocaux. T'inquiète pas, je te montrerai comment ça marche. Ça vient se clipper là. Ça vient maintenir tes bocaux dans le fond. Parce que vu que dans les bocaux il y a de l'air, et ben ça permet de les maintenir à 100% sous l'eau. Ils vont pas remonter. Très très pratique. Donc tu as une cuve comme ça qui permet d'en mettre 6 et une cuve qui est énorme qui te permet de mettre 12 bocaux. 12 bocaux d'1 litre, c'est tout ça. Là, il y en a 12, je sais pas si tu vois la quantité. Je peux stériliser dans cette cuve-là toute cette quantité de nourriture en une fois. Donc c'est franchement hyper pratique. Voilà, pour moi qui veux tendre vers l'autonomie, je vais avoir des grosses quantités de conserve à faire. Bon bah ça c'est pratique. Là aujourd'hui on va utiliser le petit parce que malheureusement j'ai pas assez de récolte pour pouvoir faire 12 bocaux. Donc on va probablement utiliser le petit, voire peut-être, mais alors vraiment peut-être, si j'arrive à remplir 6 gros bocaux d'1 litre plus quelques petits que j'ai derrière, à ce moment-là on va plus partir sur le gros là, on mettra les petits en dessous, les gros dessus, enfin tu verras. On fera un assemblage. Bon, il faut que je prépare d'abord tout ce qu'il y a à mettre dedans. On verra tout à l'heure. Et puis ils m'ont surtout fourni, et ça pour moi c'était le plus important, parce que faire comment dire, chauffer les cuves dans ma caravane c'était pas possible. Ils m'ont fourni un brûleur, j'appelle ça comme ça, qui est entièrement en fonte, qui est vraiment très très bien. Alors il y a 3 arrivées de gaz parce qu'en dessous il y a 3 anneaux. Attends, je vais enlever ça et puis je te montre. Voilà, ça se présente comme ça. Alors si là il est un peu blanc, c'est parce qu'on l'a utilisé tout à l'heure. Il est tout neuf, donc c'est normal qu'au début ça fasse ça. À terme il n'y aura plus.
voilà, tu as 3 circuits gaz. Donc tu as un circuit gaz au milieu, et ensuite un circuit à gauche, qui part de là, tu vois, et qui arrive là, et un circuit à droite, ici. Donc tu as 4 rangées de feu. Ça te monte en température très rapidement la cuve. J'ai fait le test à l'heure. En un quart d'heure, on avait de l'eau à peine, on pouvait plonger la main dedans. Et moi, je fais ça à l'extérieur en plein vent en plus. Donc franchement, très pratique. Ça marche au gaz, au butane. Alors ils m'ont fourni aussi le tuyau et un détendeur. J'ai pas utilisé le détendeur fourni parce que c'est un détendeur qui va sur des grosses bouteilles, tu sais, de gaz. Moi, j'utilise des malices en butane. J'ai qu'une seule grosse bouteille, mais elle est dans la caravane et c'est du propane. Ici, il faut utiliser du butane. Donc j'ai 2 malices comme ça. Moi, j'ai un détendeur spécial, tu sais, qui vient se clipper par-dessus. Bref, ça c'est fourni avec la bouteille de gaz de toute façon, donc peu importe. Voilà, le petit assemblage, les petits trucs pour allumer, gérer le gaz. Donc là, quand tu appuies dessus, hop, tu allumes. Et ensuite, tu peux gérer la puissance de la flamme parce qu'il faut une température pile poil de 100 degrés. Et pour la température, ils m'ont aussi fourni le thermomètre des familles, très pratique, voilà, qui vient se mettre dans l'emplacement ici. Tu vois, il y a juste à insérer dedans. Alors là, voilà. Pack, et puis comme ça tu peux contrôler. Il faut bien que ça reste à 100 degrés, il ne faut pas que ça descende en dessous. On peut monter un petit peu au-dessus, mais l'idéal c'est que ce soit vraiment à 100 degrés. Tu vas voir que là on va peut-être partir sur 1 heure, 2 heures de stérilisation, je sais plus, il faut que je regarde les temps en fonction de ce qu'on va mettre dedans. Je pense qu'aujourd'hui, toi et moi, on va voir comment on fait les bocaux de courgettes parce que ça m'a été beaucoup demandé. Les petits pois, les haricots, c'est plus simple. Pour les petits pois, moi ce que j'aime bien faire, bah attends, je vais aller les chercher, je te montre. Du coup, je suis pas allé les chercher, je vais les laisser là, ce sera plus simple. Voilà, les haricots, nous ici on les prépare comme ça, donc on vient les équeuter et les couper en deux. Plus pratique pour les bocaux et en mettre plus possible dans les bocaux. Les petits pois, bah bien sûr, tu viens les égrener et moi je prends des oignons blancs. C'est-à-dire qu'on va mettre, je pense ici, on a de quoi faire peut-être 4 bocaux. On va venir mettre un demi-oignon blanc dans le bocal de petits pois. Là-dessus, je vais verser de l'eau bouillante un petit peu salée, environ 10%. Donc pour 1 litre, je vais mettre 10 g de sel. Bouillante, l'eau, dans ton bocal, tu verses dessus et tu envoies tout de suite en stérilisation. Les haricots, c'est pareil, je mets de l'eau bouillante dessus avec 10% de sel et j'envoie tout de suite en stérilisation. Les temps, je les ai plus en tête, il faut que je regarde pour les petits pois et les haricots. Je crois que c'est le même, mais je suis pas sûr. Bien, bref, bien respecter les temps et voilà. Mais la courgette, je vais aller la préparer, la couper en rondelles parce que les courgettes, elles sont là. Il y en a un paquet, donc je pense qu'on va se concentrer que là-dessus aujourd'hui. Et moi, j'aime bien mettre de l'ail avec. Comme ça, ça lui donne un bon goût. C'est surtout que ça va bien donner le goût de l'ail aux courgettes quand c'est dans les bocaux. Il n'y aura plus qu'à sortir ça, les égoutter, les passer avec une noix de beurre à la poêle et ce sera nickel. Voilà. Donc les courgettes, je vais les préparer avant de te montrer comment je fais mes bocaux. Mais avant de préparer mes courgettes, je vais aller positionner tout ça. Donc je vais aller installer mon trépied. Moi, dans l'idéal, je le mettais là-bas, mais il y a un peu de vent. Je ne sais pas si je vais le mettre là. Peut-être derrière la caravane, parce qu'avec le vent, c'est un peu chiant. Ça fait des flammes, ça noircit le dessous des cuves. C'est pas très pratique, mais en même temps, il faut que ce soit vraiment pile poil à l'horizontale. Donc je sais pas trop où je vais installer ça, mais voilà. Et je vais aller installer ça, brancher la bouteille. Alors il y a quand même un truc que je voulais te montrer, c'est la capacité de la grande cuve. Parce qu'on s'en rend pas compte, hein, mais 12 bocaux d'1 litre à l'intérieur, c'est énorme. Regarde un peu la quantité, la quantité de bocaux qu'on peut stériliser à l'intérieur. C'est fou, c'est fou. Quand je pense qu'avant, je faisais ça avec des pots à confiture dans une marmite, bah là, je vais vous dire, le Nico, il est bien équipé là. Et hop, regarde ça. Voilà. 12 bocaux d'1 litre dans ce truc-là. Tu mets de l'eau à ras-bord, tu fermes, pack, thermomètre, t'envoies. T'as fait 12 litres de conserve en une fois. Oh, c'est génial. Oh, c'est génial. Allez, on va installer le matos. Hop. Mettre le trépied là-dessus, bien plat. Ici, c'est nickel. Et la petite bouteille de gaz. Moi, j'ai une malice, très pratique. Détendeur à clipper, ça c'est vraiment très pratique. Il n'y a plus qu'une fois que c'est clippé, il n'y a plus qu'à tourner. Normalement, voilà, tac, on dégaze.
Et c'est bon, c'est sous pression, il y a du gaz là-dedans. Impeccable. Je vais la poser là, comme ça tu verras mieux quand même, ce sera plus intéressant pour toi. Alors, pour les conserves de courgettes, d'abord, bien important, il faut les nettoyer. Est-ce que c'est propre tout ça? Oh, ça a l'air pas mal. Pratique d'avoir des assistants quand même. Bref, on va les couper en rondelles et en petits cubes. Et ensuite, on viendra les mettre en bocal, mais ça, je te montrerai tout à l'heure. Allez, hop, on allume. Alors moi, ce que je fais, c'est que je vais prendre l'extérieur. Là, c'est vraiment très pratique. Tu vois, il y a une petite sécu. Tu peux pas tourner comme ça. Tu peux si tu forces comme un âne, mais tu peux pas tourner grâce à la sécu. C'est très bien. Il suffit d'appuyer, de tourner. On envoie une petite flamme et ça allume tout de suite un des brûleurs. Et une fois que un de l'extérieur est allumé, moi j'allume celui du milieu juste en tournant. Ça communique. Et le dernier à gauche. Hop, voilà. Là, c'est parti. On remet bien la petite cuve, bien centrée. Je vais aller rejoindre les deux compères dans la caravane pour préparer les courgettes et je te reprends juste après pour te montrer comment je prépare les bocaux. Alors, ça coupe là-dedans? Pas du tout, on n'a pas commencé. Comment ça, pas du tout? Mais c'est quoi ce travail? Eh ben alors? Il a fallu s'organiser avant, trouver le composteur, trouver un truc pour mettre les courgettes. Ouais, voilà. C'est ça, ouais. L'eau que j'ai mis à chauffer, ce qui va être important, c'est pas de la porter tout de suite à 100 degrés. On va juste la faire tiédir, parce que si on plonge les bocaux froids dedans, il va y avoir un choc thermique, ça va être la cata. Donc là, je pense que c'est bon. D'ailleurs, je vais couper, hop, tac, tac. Je plonge légèrement ma main dedans. Ouais, c'est chaud, c'est parfait. Le temps de préparer les courgettes, ça va légèrement refroidir. Ça va être pas mal. Parce que si je monte trop en température et que les bocaux explosent, bah, c'est pas terrible. Bon, bah au final les amis, j'ai dû switcher entre celui de 6 bocaux et mettre celui de 12 parce que en faisant et en préparant les courgettes, je me suis rendu compte que rien qu'avec les courgettes, on allait en faire bien plus que 6, donc on va utiliser le grand format. Par contre, j'ai quand même pas assez pour en faire 12, du moins 12 grands, donc j'en ai gardé 4 ici, tu vois, des 1 litre. J'en ai 4 plus petits que je vais venir mettre là-dessus, histoire de pouvoir compléter. Bref, je vais couper le gaz là-dessous parce que l'eau est tiède. Hop, 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 voilà, on va la garder tiède. Et puis je vais te montrer comment je fais pour préparer un bocal de courgettes. Alors pour préparer les courgettes au naturel, eh ben, tu vois, c'est pas compliqué. Moi ce que je fais, c'est que je les coupe comme ça en demi-rondelles. Ça va être bien plus pratique de venir les mettre dans le bocal et surtout de venir tasser au maximum parce que bah forcément c'est rond, tu vois, ça épouse bien le bord du bocal. Alors bien sûr tu peux les faire en cubes, ça c'est possible, mais ce sera moins optimum pour les mettre à l'intérieur. L'avantage c'est que tu vois, je peux en mettre au milieu, voilà. Le but ça va être vraiment de tasser le plus possible. Quand j'en ai mis une couche comme ça, je viens tasser et là j'hésite pas le plus possible. On va essayer de remplir un maximum. Quand j'ai fait une couche à peu près, tu vois, de 2-3 cm, je viens mettre un petit peu d'ail grossier. Tac, tac, tac. Voilà, et je remets une couche à 2 courgettes. Faut vraiment pas hésiter à blinder, hein. Les courgettes, tu verras à la cuisson, ça va vraiment réduire. Hop. On met un max. Et on tasse bien comme il faut dedans. Alors tu fais ça avec les mains propres, hein. Là faut pas mettre de bactéries là-dedans. Bon ok, ça va cuire à 100 degrés, il faut quand même avoir les mains assez propres. Et alors il y a un point qui est important avec la courgette, il faut savoir que ça a un pH qui est dit neutre. Et le problème avec ce petit détail là, c'est que les courgettes, une fois que stérilisées, elles risquent de fermenter. Et c'est pas du tout ce qu'on veut. Alors pour éviter ça, il faut rajouter un petit peu d'acidité dedans. Donc tu as le choix du citron. Alors tu peux mettre un jus de citron frais. Bon, moi j'en ai pas, malheureusement j'ai que ça. Du citron, tu peux mettre aussi du vinaigre. Si tu choisis ces deux options là, il faut mettre environ 8 ml pour un bocal d'1 litre. Et tu as aussi l'option de mettre des tomates qui vont acidifier. Bon bah là avec la saison de myrte, les tomates on n'en a pas. Alors je vais mettre un petit peu de citron. Je vais mettre environ 8 ml. Bon, moi je fais ça à l'œil. Hop, de l'acidité, c'est ce qui est important. On vérifie que les bords soient bien propres, le joint est bien propre. On ferme et ça, c'est prêt.
Voilà, et de 6 déjà. C'est pour ça qu'on est passé sur la cuve de 12. 6 avec les courgettes, ça va très vite. Alors tu vois, ici on en a fait en morceaux. Le problème, c'est qu'en morceaux, tu peux moins en mettre que si tu les fais en rondelles. Donc c'est très pratique en rondelles. Celle qu'on a mis en morceaux, c'est la grosse, tu sais, qu'on a récoltée, qui était un peu tardive. Faire des rondelles, c'était trop compliqué, mais tu vois, avec une courgette verte, ça c'est de la verte d'Italie classique, en rondelles, tu peux vraiment en mettre beaucoup à l'intérieur. C'est très pratique parce que ça va vraiment réduire. Un bocal d'1 litre pour 2 personnes, c'est franchement l'idéal. Voilà, une fois que notre bocal est prêt, la petite magnificence, tu vois, j'ai déjà rempli quasiment tout, hein. J'ai mis en dessous 4 pots un peu plus petits, je crois que c'est des 900, plus 2 gros pots de courgettes de 1 litre. Là on a 5 pots de courgettes de 1 litre. Et le dernier qu'on va venir placer là, hop là. Alors l'eau est tiède pour éviter le choc thermique, hein, comme je te l'ai dit. Tac, et grâce à ça, alors ça c'est vraiment très pratique, juste en l'enclencher là-dessus, et on le descend au maximum. Alors moi j'évite quand même que le pot touche le bord. Je sais pas si c'est important, mais je préfère le faire. Voilà, on clip ça là, et là ça tient. Tu vois les bocaux qui sont pleins d'air, hein, c'est courgettes et air, et ben ça tient nickel. Par contre là on a trop d'eau. Là il va falloir que je vide de l'eau. Normalement il faut 3 cm au-dessus des bocaux. Alors tu vois, on n'est pas loin, mais vu que ça va bouillir à 100 degrés, là ça va déborder de partout et ça risque d'éteindre le feu en dessous. Il faut quand même que j'enlève un peu d'eau. Là il y en a trop. Hop là. Là c'est impeccable. On va refermer tout ça. Tac. Mettre en place le thermomètre en plein milieu. C'est déjà en chauffe. Le but du jeu, ça va être d'attendre que ça monte à 100 degrés. Et pour les courgettes, c'est 100 degrés pendant 2 heures. Donc une fois que ça va avoir atteint cette fameuse température de 100 degrés, ensuite je chronomètre 2 heures et dans 2 heures, j'éteins tout, on sort les bocaux et on voit ce que ça donne. Je suis très satisfait de ce trépied en fonte. C'est vraiment du costaud, ça bouge pas. Les cuves, bon là c'est la première utilisation, alors je peux pas trop t'en parler, mais franchement ça me permet de chauffer des quantités d'eau nickel. Même celle-là, hein, j'y pense, mais je vais pouvoir me faire chauffer suffisamment d'eau pour prendre une bonne douche chaude. Ça c'est cool, merci le pratique. Mais pour faire des conserves, là je suis bien, hein. Là je suis vraiment bien équipé. Alors cette deuxième là, elle va me servir parce que 2 heures c'est long. Ce qui veut dire que quand je vais être vraiment dans mes récoltes, là je pourrais envoyer encore 6 bocaux d'1 litre à côté. J'ai une deuxième bouteille comme ça. Bon par contre j'ai pas de deuxième trépied. Donc là ça se fera sur une gazinière portable que j'ai. Ce sera un peu plus long mais c'est pas grave. Ça me permettra vraiment de gagner du temps. Parce que bon 2 heures là j'ai le temps par exemple de préparer des betteraves et d'envoyer. Puis ensuite de m'occuper de cela. Et puis plus tard de faire cela. En une journée on a de quoi sortir à 18 litres en bocaux. Bah c'est parfait, hein. Franchement c'est parfait. Nickel. Voilà, c'est bon, ça fait 2 heures à 100 degrés. Maintenant, je vais couper là-dessous. Alors, c'est bien parce que là, c'est tout simple. Il y a juste à tourner les 3 robinets. Tac, terminé. Puis moi, ce que j'aime bien faire quand même, c'est venir ici, désenclencher le gaz. Parce que de toute façon, je vais ranger la bouteille. Voilà. Alors, le délire, c'est que maintenant, tout ça, c'est bouillant. Alors on va enlever le thermomètre délicatement. Celui-là, je vais le mettre à refroidir là. Tranquille. Ouais, là, il est bien. Il est bien, là, non? Et puis là-dedans, alors là-dedans, je vais utiliser ma manche. Parce que ça, c'est vraiment chaud. Ah, regarde-moi ça. Ah, bah le niveau a quand même pas mal baissé, hein. Le niveau a quand même pas mal baissé. On voit... Ici, il y a 2 cm et demi au moins. Alors désolé, ouais, c'est un peu plein de buée. Mais 2 cm et demi hein, en dessous, alors que le niveau a dû baisser de quoi? Je vais dire 4. Ouais, 4 bons centimètres, voire presque 5. Bon, c'est pas gênant. Hein. Par contre, on voit que les courgettes, elles sont bien éliminées. Donc là, je vais laisser quand même refroidir un petit peu. Et puis, je vais enlever les clips. Je vais essayer de les enlever. Là, c'est pas évident, je peux pas les toucher. Il va falloir réussir à bien les enlever. Je sais pas trop comment je vais pouvoir faire. Je pense que je vais surtout laisser refroidir ça un petit moment. Et puis je te montre après ce que ça donne. Bon, au final ça va, j'ai réussi à le faire sauter parce que les clips ça refroidit vite, tu vois. Il suffit juste de les décaler comme ça sur le côté. Je sais pas si tu vois bien. Ouais. Tu les prends, tu les décales comme ça. Et normalement, attention de ne pas se brûler. Tout, voilà. Ça déverrouille les pots. Et là, cette pince là, franchement très pratique. Tu viens choper tes pots. Hop,
Je vais mettre ça sur le côté là plutôt. Je prenais avec les fermetures. Bon. Et là, voilà. Regarde-moi ça. Là-dedans, je n'ai pas mis du tout d'eau. Hein. Ça, c'est toute l'eau qui a rendu les courgettes. Tu vois, ça va presque jusqu'en haut. Hein. Bon, là, c'est des courgettes qui sont en morceaux. Je vais aller le poser sur le torchon. Et puis bah, on va sortir tous les autres. Hein. Regarde-moi ça. Ça boue encore à l'intérieur. C'est stylé. Hein. Bon, bah alors, je vais les laisser refroidir. Et puis après, on fera le test. On va les ouvrir quand ils seront bien froids. Et puis, on va les tenir par le couvercle, voir si c'est bien fermé hermétiquement. Si quand on a ouvert la fermeture mécanique, ça tient bien en le portant par le couvercle, c'est que la stérilisation est réussie. Voilà, pour l'instant, il faut vraiment le laisser refroidir, et ce sera nickel. Donc là, c'est dans le jus des courgettes à la naturelle, sans sel, sans rien. Impeccable. Bon, je vais sortir les autres. Bon, bah voilà, les petits bocaux de courgettes sont faits, donc c'est cool. Là, ça m'en fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je suis bien content. Et tu vois, c'est marrant, hein, mais quand on les met en morceaux, on en met beaucoup moins que quand c'est en rondelles, parce que là on peut bien tasser. Ça a pas mal rendu d'eau, c'est presque jusqu'en haut. C'est pour ça, tu vois, il n'y a pas besoin de rajouter de l'eau avant la cuisson. Là c'est nickel, là ça va me faire des réserves de bouffe. Alors bien sûr, bien laisser refroidir avant de tester. Et puis si ça tient bien, et ben, à conserver dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière c'est mieux. Pas oublier de marquer la date quand même à laquelle on les a fait, ça peut être utile des fois qu'on arrive l'année prochaine et qu'on sache plus. C'est pas mal, hein, je suis bien content. En tout cas cette pince, franchement ça c'est très très pratique. Parce que alors pour les saisir, hop, tu fais comme ça, bon une main c'est pas évident, mais là tu les prends vraiment solidement, le système de pince, tu peux y aller. Ça c'est cool, honnêtement, à chaque fois je me brûlais, bah avec ça, nickel. Donc cet accessoire là, impeccable. Bref, bon bah merci le pratique. Hein. Grâce à vous mes bocaux ils sont faits. Quand même un petit truc, si jamais le matériel de Le Pratique vous intéresse, donc les bocaux, tout ce qui est là-bas, tout ce qu'on a vu aujourd'hui, il y a un lien dans la description, tu pourras aller voir. Franchement, bah, je suis plutôt satisfait du matos. Hein. Pour une première chez eux, bah, le résultat est nickel. Maintenant, à voir si j'ai réussi ma stérilisation, mais ça dépend pas d'eux. Bref, si tu veux aller voir, le lien est juste en bas dans la description. Bon bah voilà l'ami, on aura fait un tour, un update du potager. Là comme ça j'ai pu te montrer enfin à quoi ça ressemblait. Même si je peux pas le faire aussi souvent que d'habitude. Bon bah voilà, tu vois un peu l'état maintenant. On aura vu ensemble comment faire des conserves de courgettes. J'espère que ça te servira parce qu'il y a pas mal de monde qui m'ont demandé comment on fait les conserves de courgettes. Et ben voilà. Alors sur ce, porte-toi bien, prends soin de toi et de tes proches. Hein. Je le répéterai jamais assez, mais c'est vraiment primordial. Et puis profite de ton potager et de la vie. Allez, ciao.